Bonsoir ou bonjour, chers téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur André Exbraya, qui est un éditeur, on va dire, de Martinique. Il nous dira s'il est martiniquais et qui vous parlera. C'est un monsieur dont on connaît le travail parce qu'on voit ses ouvrages en librairie, mais dont on ne sait rien. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur lui. Mais puisqu'il a édité l'un de mes ouvrages, j'ai découvert que c'est une personne qui produit beaucoup d'ouvrages, de ce qu'on appelle de beaux ouvrages sur notre pays. Et donc, ça valait le coup de vous le faire connaître, même si beaucoup d'entre vous savent un peu déjà qui est André Exbraya. Bonjour André. Bonsoir. Il m'a dit bonsoir. Alors voilà, heureuse de vous recevoir dans notre émission, André. Et je vais donc vous présenter la personne, l'éditeur, parce qu'il a beaucoup de casquettes. C'est un peu un homme orchestre, d'après ce que j'ai compris à travers mes recherches. Donc il est dans la catégorie des éditeurs littéraires, il est photographe, il est auteur, infographiste, si j'ai bien compris. Oui, voilà, c'est un homme orchestre. C'est-à-dire qu'il est éditeur, il produit ses ouvrages, il les publie et parfois il produit des auteurs, enfin il les publie. Donc on aura l'occasion de parler de son activité d'éditeur, puisqu'il a, je pense, édité assez d'auteurs ici, ou assez d'ouvrages qui sont historiques ou qui traitent de la faune, de la flore, des coquillages, des proverbes. Enfin, vous verrez, c'est une personne qui touche à tout, mais qui n'a pas d'ouvrage avec beaucoup de textes, ce qui est assez particulier et qui sont quand même, donc ce sont des ouvrages qui présentent beaucoup d'intérêt parce que les images sont très belles. Vous allez voir, on va vous montrer quelques couvertures d'ouvrages, de ces ouvrages. Alors, donc, les éditions Exbraya sont des éditions dites culturelles. Ça veut dire quelque chose? Je crois que c'est un terme général. Parce qu'il est généraliste. Ouais. C'est comme ça que M. Exbraya se présente. Il est généraliste. Bon, je vois déjà défiler quelques images de ses ouvrages. Bien, regardez, chers téléspectateurs, puisqu'on vous montre des couvertures de... Donc ici, vous avez l'autre Martinique, le canyoning. Avant, vous aviez les fleurs, la faune, la flore, des recettes de cuisine et cocktails, des Antilles. C'est venu un petit peu prématurément, mais ça ne fait rien, ça fait partie des choses. Le Madras, qui est un guide de Martinique qu'il a cessé de produire depuis quelques années. Oui. Voilà. Et puis, ben voilà l'ouvrage sur les coquillages. Ici, vous avez Petite fleur des Antilles, mais qui n'est plus édité. Non, je vais rééditer un autre livre qui va sortir prochainement. Dans un mois et demi, à peu près. D'accord. Voilà, Petite fleur des Antilles. Qui va remplacer. Alors, l'autre Martinique, c'est celui qui a précédé le canyoning. C'est bien ce que j'ai compris? Oui, c'est en fait le premier que j'ai fait qui s'appelait L'autre Martinique, présentait une vingtaine de canyons à l'époque qui étaient ouverts. Et entre-temps, on en a ouvert beaucoup d'autres, donc j'ai fait un nouveau livre, et cette fois-ci plus complet, plus spécifique sur le canyon, c'est-à-dire en mettant les topos, c'est-à-dire de chaque canyon. D'accord. Voilà. Alors tout à l'heure, nous aurons un invité et il va confronter sa connaissance du terrain avec M. Exbraya. Ils vont échanger puisque, moi vous savez, je ne suis pas spécialiste en canyoning. Et ni même en guide de montagne, hein. Mais voilà, notre invité va échanger donc avec M. Exbraya. Alors, vous êtes ici à la Martinique, installé à Balata. Oui. Voilà, donc les éditions Exbraya se trouvent sur la route de Balata,
chez nous. Mais vous vous étalez sur 3 pôles, j'ai bien compris? Oui, je suis sur la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Saint-Martin, voilà. Saint-Barthélemy. Donc il a aussi exploré, je ne sais pas si c'est aussi approfondi que pour chez nous, mais vous avez exploré aussi la faune de Guadeloupe, la faune, flore, pas trop la faune, non, la flore. La flore de Guadeloupe également. Absolument. Et j'ai vu donc un ouvrage sur Saint-Barth, un ouvrage sur Saint-Martin, voilà. Voilà, donc à Saint-Martin, il est installé au village de Saint-Martin, c'est ça? C'est oui, une à adresse? Concordia, oui, à Concordia. À Concordia? Oui. Vous êtes dans la partie... la partie française. Française, oui. Concordia. Voilà, alors, dans les données SUDOC, j'ai essayé donc de définir un petit peu de manière plus précise le profil de M. Exbraya, d'André, qui est avec nous donc aujourd'hui, et je l'ai trouvé inscrit sous 4 rôles. Alors le premier, code de fonction non reconnu, le second, il est auteur, le troisième, il est illustrateur, et le quatrième, il est photographe. Je ne vous savais pas illustrateur? Et moi non plus. D'accord. Ben voilà, vous êtes répertorié sous ces notices bibliographiques-là. Oui, bon, ben donc il ne faut pas tout croire. Il ne faut pas tout croire. Vous voyez, je ne suis pas allée demander à M. Exbraya de me dire ce qu'il était. J'ai essayé de chercher par moi-même qui il était pour l'amener donc à rectifier éventuellement lorsque des erreurs se glissent comme cela se fait assez couramment sur Internet, dans les bibliographies et les biographies des personnalités que nous interrogeons. Alors, maintenant, sur le cursus professionnel de André, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Vous êtes arrivé à la Martinique il y a très longtemps, c'est bien ce que j'ai compris. Très longtemps? Non, il y a à peine 30 ans, 35 ans. 30 ans, 35 ans. C'est très longtemps, ça? Je ne sais pas, j'entends beaucoup de ceux qu'on appelle ici les métros dire je suis là depuis toujours, je suis là depuis 30 ans. Oui, non, je suis là depuis, oui, effectivement, je suis arrivé en 80 et pour très peu de temps, enfin je devais rester. Il se trouve que je suis parti 15 jours après ce premier passage, je suis allé en Mauritanie, où je suis resté 1 an et je suis revenu à la Martinique parce que ce petit passage de 15 jours où j'aurais dû rester, m'avait vraiment charmé. J'avais été subjugué par tout ce que j'ai vu, la couleur, la mer, l'ambiance. Oui. Et la qualité des gens aussi, à l'époque, ça m'avait frappé. Oui. Mais on va le voir, vous avez très très peu publié sur les gens. C'est beaucoup la nature, comme vous dites, la mer, et puis vous êtes un passionné de photographie, donc voilà, vous exercez votre art pleinement parce que vous avez effectivement les paysages et supports qu'il faut pour ça. Et vous êtes arrivé, donc vous êtes revenu comme enseignant, c'est bien ça? Je suis venu la première fois comme enseignant, oui, et c'est ici que j'ai changé de métier. Très rapidement. Parce que vous exerciez déjà en France? Oui, j'étais enseignant en France. De quelle région vous venez? Je viens de l'Ardèche. De l'Ardèche. L'Ardèche, oui. Ah, très joli. Et puis donc Et puis voilà, enfin, j'ai vécu en Ardèche, j'ai moins vécu en Ardèche qu'en Martinique. Okay. Je suis plus martiniquais qu'ardéchois, mais parce que j'ai vécu un peu partout, et juste ma toute petite enfance en Ardèche, et puis j'y suis revenu. Mais non, j'ai vécu un peu partout. Enfin, quand j'ai un peu partout. Autant en Suisse, en Algérie, en Mauritanie. C'est ce qu'on appelle bourlinguer? Peut-être, oui, mais j'aimais beaucoup les voyages. Oui, j'aimais beaucoup les voyages. Oui, les Allemands disent un Weltbummler. On apprend tellement quand on voyage. On apprend tellement. D'accord. Voilà. Mais vous étiez enseignant et puis qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous étiez enseignant à la Martinique, enseignant de français? Non, j'étais à l'époque instituteur, maintenant maître des écoles, mais j'étais instituteur. J'ai été professeur à d'autres endroits, mais là j'étais venu comme instituteur. Et puis j'étais en même temps, j'adorais la photographie. Et comment j'ai basculé de l'instituteur, c'est ça qui est intéressant, comment je suis devenu éditeur. C'est que j'adorais la photographie
Et en arrivant, et j'achetais beaucoup de cartes postales. Partout où j'allais, j'achetais des cartes postales que j'envoyais. Mais j'envoyais 3, 4 ou 6 mois après les avoir achetées. Parce que je les gardais, j'achetais ce que je trouvais de plus beau, je les gardais, je regardais comment ils avaient fait les photos, etc. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été un petit peu déçu de la qualité des cartes postales, parce qu'elles étaient très anciennes dans l'ensemble. C'était la méthode de fabrication qui voulait cela, parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas comme aujourd'hui, on faisait des grosses quantités. Et donc, quand les belles cartes, parce que à l'époque, il y avait 2 éditeurs ici, il y avait Rose Rosette, les éditions Rose Rosette, et Hachette, qui était en France, en métropole. Et donc, Rose Rosette, qui, comme moi, avait des bonnes photos et des moins bonnes, parce qu'on est tous comme ça, eh bien, ces bonnes photos, quand j'imagine que ça s'est passé comme ça, les bonnes photos, quand elles étaient sur les présentoirs, elles partaient très vite, restaient les moins bonnes. Et donc, c'est celles qui durent le plus longtemps, parce que les premières sont parties très vite. Et comme à l'époque, on ne renouvelait les cartes postales que lorsque les stocks étaient épuisés, donc les mauvaises restaient longtemps, et on ne connaissait pas les bonnes qui étaient parties tout de suite. Et donc, quand je suis arrivé, moi, j'ai été en manque de photos de cartes postales. Et là, je me suis dit, mais je vais leur proposer, c'est les grands petits Rose Rosette à l'époque, je leur ai proposé des services. Vous étiez déjà photographe alors? Non, j'étais amateur. Comment vous étiez amateur? Moi, j'ai été amateur en tout. Hein, oui, mais on va revenir sur votre production, puisque donc vous arrivez comme instituteur et puis vous changez de métier. Et je change de métier. À la Martinique. Ouais. Quelque chose ne vous réussit pas vous enseignez le français, enfin le contact avec les enfants de Martinique était difficile? Le travail n'est pas tout à fait le même, mais à peu près le même qu'en métropole. Non, le problème n'est pas là. J'avais pris de mauvaises habitudes, si vous voulez tout savoir. Oui. Vous voulez tout savoir? Une première mauvaise habitude, c'est de parler de métropole, puisqu'on a fait le point, on s'est dit... on ne parle pas de métropole, puisque ça veut dire qu'on est une colonie. Voilà. On est d'accord? Non, mais je veux bien, oui. Bon. Alors, quand je suis arrivé à la Martinique, je vous l'ai dit, je restais très peu, 15 jours. Et après, je suis allé en Mauritanie. Et en Mauritanie, il se trouve que... bon, j'étais fonctionnaire là-bas, j'étais professeur là-bas. Et l'endroit où j'étais, c'était un des endroits les plus déshérités du monde, où les fonctionnaires qui y allaient, j'étais payé par les affaires étrangères, étaient les plus payés au monde. C'est-à-dire, on avait des primes et des surprimes, parce qu'on était pour vous inciter à y aller. Dans le désert, etc. etc. On était logés, presque nourris gratuitement, donc beaucoup d'argent de poche. Enfin, tous les salaires, le salaire qui était important était presque d'argent de poche. Donc on prend des habitudes. On prend des habitudes. Et quand je suis arrivé ici, même le salaire étant plus élevé que là-bas, c'est ce qu'on dit ici, le salaire étant plus élevé, mes habitudes étaient devenues importantes et donc je me suis dit, deux choses l'une, oui, il faut gagner plus d'argent. Oui, je baisse un peu mon train de vie, c'est-à-dire mes habitudes. Mes enfants, au lieu d'aller plonger toutes les semaines avec les enfants, 2 fois par semaine, que faire ceci, on ne le fait plus, ou il faut gagner plus. Et donc voilà la raison pour laquelle j'ai changé. Voilà, donc vous n'êtes plus fonctionnaire depuis 30 ans. Donc voilà, 35 ans. Vous êtes l'un des rares à avoir renoncé au statut de fonctionnaire? Ah oui, c'est dramatique pour certains d'ailleurs. Parce que, oui, parce que j'ai ma compagne qui m'a dit, mon Dieu, qui m'avait épousé. Parce que vous étiez fonctionnaire? Non, pas parce que j'étais fonctionnaire, mais quand même c'était une sécurité. Et quand je dis j'abandonne le métier, c'était une catastrophe. Oui, mais vous aviez vraiment la fibre de l'aventurier. Alors que j'avais rien, parce que Mais vous aviez la fibre de l'aventurier, oui, c'est ça? Effectivement, mais j'ai tout vendu. Pour payer mes premières choses, j'ai vendu tout ce que j'avais. D'accord. J'ai pas fait vous avez pris des risques. Absolument, oui. Mais vous êtes passé par les éditions Nathan à un moment donné? Non, jamais. Non. Ça c'était... Et voilà, c'était... j'ai pensé que vous étiez un peu exercé au métier d'éditeur en travaillant avec... Non. Donc, finalement, vous sortez de... Donc, les métiers que vous avez exercés sont ceux de très brièvement d'enseignants. Ah non, j'ai fait 15 ans quand même. Ah, quand même. Ah oui, mais ça plutôt à l'extérieur, donc chez nous, très peu. Ici, il y en a, Et donc, vous êtes devenu
d'une certaine façon, voilà, un petit peu, voilà, vous êtes passé du statut d'amateur à celui de professionnel par votre, voilà, sans avoir appris le métier d'éditeur. Absolument, ni photographe, ni photographe, j'ai tout appris comme ça, sur le tas. Sur le tas, d'accord. Et comment vous est venue donc cette idée d'explorer bien ce que vous voyez, toutes les richesses de la Martinique? Parce que on a vu là quelques titres quelques couvertures de vos livres, mais il y en a tellement que, enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous, de tout ce que vous avez écrit, publié. Parce que vous êtes auteur aussi. Oui. Vous êtes auteur et puis vous éditez des auteurs et vous faites aussi de la coédition, puisqu'il y a quelques-uns de vos ouvrages qui sont signés par 3 plumes. Voilà, oui. Quand on travaille à plusieurs. À plusieurs, d'accord. Voilà. Et comment donc vous est venue cette envie en dehors du fait que vous étiez déjà photographe amateur ailleurs? Et je suppose que... Comme tout le monde. Oui. On est tous photographes, presque. Hein? Oui, je ne sais pas. Mais si, même, surtout aujourd'hui, même avec un iPhone, un téléphone portable, il y en a qui font de superbes photos. Il y a même des concours, il y a un festival du cinéma avec des iPhones faits avec des portables. Oui, c'est pour dire. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement, souvent, c'est pas la technique, c'est l'œil des gens. C'est la façon de voir quelque chose et de le rendre. Et pour donner un autre exemple dans un autre domaine, j'ai joué au golf aussi à la Martinique, c'est ici que j'ai appris le golf. Et je lisais que des professionnels de golf, des vieux professionnels, qu'ils jouent avec des outils, c'est-à-dire des clubs du siècle dernier, c'est-à-dire des clubs en bois, ou avec des clubs d'aujourd'hui, d'une technique extraordinaire, etc., leurs résultats sont à peu près équivalents. C'est-à-dire que les grands, comme les grands photographes, ou les grands maîtres, les cuisiniers, etc., quel que soit l'outil qu'ils ont, ils sauront faire avec rien ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc vous devenez éditeur, on va voir. J'espère que vous nous suivez bien, chers téléspectateurs, puisqu'il s'agit d'entrer tout doucement dans le monde de M. Exbraya. Et donc vous dire ceci aussi, donc il a exploré à peu près tout ce qui est du patrimoine floral, un peu moins la faune. Non, presque pas. Il y a une raison à ça? Oui, parce qu'on ne peut pas tout faire. J'avais cette envie-là. Il faut le faire partie par partie. Quand j'ai commencé par les paysages de Martinique. Quand on fait les paysages, on s'équipe avec un matériel spécial pour faire les paysages. Quand j'ai voulu commencer la flore, eh bien, il a fallu que je m'adapte avec un nouveau matériel. Si on veut faire la faune, les oiseaux, par exemple, c'est encore un nouveau matériel. Dans chaque domaine, la photographie, c'est immense. C'est immense. Il n'y a pas de... tous les métiers utilisent la photographie, que ce soit le microscope, que ce soit en fait de la photographie et chaque fois, c'est avec une nouvelle technique. Et donc, chaque fois, j'ai dû apprendre des nouvelles techniques. J'ai fait un peu de photographie sous-marine, j'ai abandonné, mais là aussi, c'était d'autres techniques, nouvelles techniques. Donc vous êtes plutôt spécialisé dans la flore. Oui, actuellement, c'est le paysage et la flore. Paysage, oui, essentiellement. Et vous n'avez pas non plus beaucoup photographié les hommes, c'est pour les mêmes raisons? Non. Parce que vous avez très peu de travaux aussi anthropologiques qui parleraient vraiment des coutumes. Bon, il y a un petit ouvrage sur les proverbes, mais on est plus dans la dimension symbolique. Il y a très peu de choses sur... vous voyez, il a exploré aussi les proverbes créoles, comme il les appelle. Illustré par Pancho, mais il y a très peu de choses sur les hommes, sur les... Bon, il y a des choses il y a la cuisine, il y a beaucoup de... Vous avez de plus en plus d'ouvrages publiés sur la cuisine, les cocktails... Je suis en train de préparer quelque chose, par exemple, sur les traditions vestimentaires, les costumes créoles, on va dire. Si ça peut répondre un peu à la question de cette question-là. Donc, c'est quelque chose qui... Alors là aussi, je le fais en collaboration
avec des gens, avec des spécialistes. J'essaye toujours de travailler avec des gens qui connaissent leur métier. Personnellement, je dis que je ne connais pas grand-chose, mais j'utilise les compétences des gens que je rencontre, qui sont avec moi, et j'essaye de faire au mieux. Et là, par exemple, je vais travailler, on va faire un petit ouvrage sur l'histoire du costume créole, avec une association, Flamme Créole, hein. Flamme Créole, voilà, je le prononce toujours mal. Mais vous n'avez toujours pas appris le créole. Je n'ai toujours pas appris le créole. Après vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez martiniquais. Mais je le lis. Martiniquais qui ne sait pas le créole. Mais je lis le créole. Ça craint. Et je le corrige même quelquefois. Okay. Non, vous le lisez, c'est vrai, parce que enfin, je sais que vous avez publié des choses en bilingue avec Thérèse Léotin et que vous le comprenez bien. Mais enfin, voilà, parler, c'est communiquer avec... ça signifie que depuis 30 ans, vous êtes éditeur ou c'est un petit peu plus récent? Ah non, j'ai commencé dès 83, je crois, mon premier livre. J'avais commencé avant avec des cartes postales, en 82. D'accord. Oui, j'ai arrêté tout de suite. Je suis arrivé à la Martinique. Un an après, j'ai créé ma maison. Votre maison d'édition. Voilà. Alors, donc, quand vous n'écrivez pas vous-même, vous publiez, on va voir... vous publiez, quand vous n'écrivez pas. Ici, par exemple, sur les plantes médicinales, vous l'avez écrit avec un monsieur Galtier. Avec Michel Galtier, qui est pharmacien. Qui est un pharmacien. Qui est diplômé sur les plantes médicinales. Il a passé un diplôme sur les plantes médicinales. Et c'est un grand spécialiste. Alors, il a même découvert des plantes qu'on n'avait pas encore répertoriées sur la Martinique. Ici. Et en même temps, vous avez publié celui de M. Nossin. M. Nossin, ça c'est sur les plantes magiques. Les plantes magiques. Les plantes magiques. Enfin, c'est un peu le même... pas tout à fait. C'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet. Non, pas du tout. Plantes médicinales. Les plantes médicinales, certaines sont utilisées comme des plantes magiques, et vice-versa. Mais le thème des plantes médicinales qu'on a fait avec Michel Galtier, c'est vraiment comment utiliser les plantes qui sont connues ici à la Martinique, comment les utiliser, qu'est-ce qu'elles sont, etc., les reconnaître aussi. Alors que l'ouvrage de M. Nossin, c'est raconter d'où viennent ces recettes, en quelque sorte, l'histoire de la magie, l'histoire des plantes magiques qui vient du fond des temps, on remonte aux Égyptiens, aux Grecs, tout ça, donc, et il raconte ça dans ses livres. Et ça revient d'Afrique aussi, ça revient de tout ça, donc tout s'est mélangé ici à la Martinique, et on raconte, il y a près de 600 plantes que l'on dit magiques. Alors, on n'aime pas trop ce mot de magique, parce que magique, c'est la magie. Et la magie, c'est toujours... mais vous avez gardé cet intitulé-là. Oui, on l'a gardé. On l'a gardé parce que tout le monde comprend ce que veut dire magie, mais ça trompe un peu quand même. On trompe un peu en disant une plante, elle n'est pas magique. Vous allez toucher cette plante. C'est l'usage qu'on en fait aussi. Voilà, Alors, vous avez donc fait des pas des coéditions, enfin des livres écrits avec des co-auteurs. Maintenant, j'ai observé aussi que votre dessinateur de prédilection, c'est Pancho. Oui. C'est aussi un monsieur qui vit à la Martinique depuis très longtemps. Alors, il ne vit plus à la Martinique. Il ne vit plus. Il ne vit plus, mais il a vécu très longtemps à la Martinique. Il a vécu d'abord, je crois, quand il est arrivé, je crois me souvenir qu'il est arrivé par la Guadeloupe. Il est revenu très vite à la Martinique. Et il est reparti parce qu'il a épousé une Guadeloupéenne. Et il y a 3 ou 4 ans, Muriel, sa femme, a souhaité se retrouver dans sa famille guadeloupéenne et donc il est reparti là-bas. Mais de temps en temps, il aimerait bien revenir à la Martinique parce que c'est quand même ce qui lui est chaud au cœur. Il est resté plus de 30 ans.
Il est arrivé avant moi, encore. Oui, il est arrivé avant vous. Ouais. Donc vous avez collaboré avec lui à ce genre de cette collection-là, pour la gratter. Ça, c'est une collaboration qui est venue après coup, parce que les poils à gratter, il les a fait pour le France Antilles. Oui. Hein, c'est une série qu'il fait depuis... Une série de petites voilà, comment on appelle ça? De petits bandeaux. Des petits bandeaux qu'il fait tous les jours, hein, c'est un quotidien. Ça donne un peu ça, je ne sais pas si les téléspectateurs voient. Ce sont des petits bandeaux comme ça, qui paraissaient apparemment dans le France Antilles. De Martinique et de Guadeloupe. Et de Guadeloupe. C'est pas le même dessin. Hein. Chaque jour, en Martinique et la Guadeloupe ont chacun leur dessin. Oui, oui, bien sûr. Parce que vous avez donc deux pages, une page de Guadeloupe, une page Martinique. Voilà. Alors, c'est pas en couleur. Et non, parce que les dessins de France Antilles sont en noir et blanc. Oui. Et je vous le signale, chers téléspectateurs, parce que, en l'occurrence, ce numéro-là, janvier à juin 2009, porte sur la grève de 2009, enfin le mouvement social de 2009, pour ceux qui s'intéressent à la vision de Pancho, c'est intéressant. Alors, et là, vous avez aussi publié, ce sont des dessins, c'est une bande dessinée aussi. Alors là, c'est différent, là c'est une chronique. C'est une chronique, mais c'est un peu... C'est pas le même principe. Là-bas, c'était quelque chose que nous avons... Ça, c'est les chroniques qu'on a... Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Martiniquais qui les connaissent. Mais vous voyez toujours ces couleurs très vives et ces couvertures très belles, ces photos. Alors si, on avait fait des chroniques il y a deux premières chroniques il y a une douzaine d'années. Et qui racontent des histoires de Français vivant dans ici. Le thème était celui-ci. Chaque semaine, il y avait 52 pages dans les deux premières chroniques. Et le thème était celui-ci. On partait d'un fait qui se passait dans le monde. C'était une page hebdomadaire. Un fait qui se passe dans le monde, un événement, un cataclysme ou une grande grève quelque part, et on ramenait tout ça à la Martinique. Donc la première partie c'était le monde, et puis on ramène l'événement à un événement à la Martinique. Local, et on a fait ça pendant 2 ans. Et si, avec Pancho. Avec Pancho, il était connu parce qu'on avait tiré quand même à 10 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien. Ah oui. Et donc, puis on a arrêté parce que Pancho à l'époque travaillait pour une autre maison d'édition, pas pour une autre maison d'édition, mais pour quelqu'un. Et ce quelqu'un a dit mais non, il faut travailler avec moi, donc voilà, on a arrêté. Depuis la collaboration avec l'autre, donc il avait donné sa émission, donc on a repris. On a repris. Et, vous avez repris donc chroniques. On a repris les chroniques, mais bon, vous avez arrêté. Oui, on l'arrête. On veut l'arrêter. On est sur les proverbes, c'est un gros travail. Pancho est un travailleur infatigable, mais quand même, travaillant jour et nuit, on finit par se fatiguer, parce qu'il travaille pour le France Antilles de Guadeloupe, de Martinique, le Télé 7 jours, le France Guyane, etc. Donc c'est tous les jours, hein, c'est des quotidiens, donc c'est beaucoup de travail et il faut toujours penser. Donc sortir des livres en plus, c'est beaucoup de travail. Oui, vous savez, on est dans un domaine... c'est pour cela que c'était intéressant aussi de vous présenter M. Exbraya, parce qu'on ne le connaît pas beaucoup, mais il produit beaucoup. Maintenant, c'est une forme de production qui est particulière, parce que il est classé en tant que producteur de beaux livres, de belles images. Vous avez utilisé une expression pour le livre sur le canyoning, des livres qui font rêver. C'est bien ça ? Oui, si ça n'est pas vous, ça a été dit en tout cas, et qui font rêver. Alors, je vous présente un petit peu les éditions, la chronologie de leur on va dire institutionnalisation. Enfin, ça devient les éditions Exbraya avec le temps. Donc vous êtes né en 1982, enfin les éditions en Martinique, je parle des éditions, elles sont créées par vous en 82, et votre première activité a été donc la production de cartes postales dont vous nous avez parlé. Et c'était parce que vous aviez déjà une sorte de prédilection pour ce type d'art. C'est quoi? C'est un art? Non, c'est parce que, je vous ai dit, je trouvais que ça manquait à la Martinique.
et que j'ai proposé mes photos aux deux éditeurs qui travaillaient sur place, qui ne les ont pas acceptés. Oui. Et donc, je me dis, je vais les faire tout seul. Voilà comment ça s'est passé. Et le refus était dû à quoi? Le refus, il a été dû à moi. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on m'a proposé, ça valait vraiment pas la peine. Oui. Donc, j'ai dit, il vaut mieux que je le fasse tout seul. Vous saviez ce que vous vouliez. Voilà. En 83, vous sortez votre premier livre sur les fleurs des tropiques. Oui. Et je ne sais pas, les informations que j'ai datent de 2003 et à ce moment-là, vous en étiez à votre 6e édition. C'est un livre qui a été réédité une dizaine de fois? Non, pas tout à fait autant, mais on a tiré en gros 35 000 exemplaires quand même. 35 000 exemplaires. Ce qui est pas mal pour réussir. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je pense que beaucoup d'auteurs seraient très heureux de tirer à mais j'ai pas eu autant de succès avec tous les livres, hein, faut bien... Oui, mais beaucoup de vos livres sont des livres à succès, parce que ce sont des beaux livres qu'on offre pendant les fêtes de fin d'année aux visiteurs. Tout de suite après de Fleurs des Tropiques, j'avais fait un autre livre qui s'appelait Martinique, tout simplement, et qui lui aussi très bien marché au début. Mais parce qu'il y avait une absence sur le terrain, il n'y avait pas de beaux livres à l'époque. Oui. On ne proposait pas vraiment de beaux livres, pas trop chers non plus. Oui. Donc, c'était ce qu'on appelle un créneau. Voilà. Mais au fond, c'est un peu la Martinique carte postale qui vous attire, non? C'est un peu celle-là que vous aimez. Vous avez très peu... Vous ne parlez pas la langue. Vous travaillez sur des choses qui sont quand même très spécifiques. Les plantes médicinales, vous savez qu'ici, les gens accordent beaucoup d'importance et en font un grand usage. Je leur accorde beaucoup d'importance. Il y a beaucoup de choses qui sont proprement anthropologiques qu'on ne retrouve pas dans vos productions. Ça n'empêche pas que ce soit de très beaux livres, mais c'est un créneau qui est très ciblé, tourné vers l'extérieur et peut-être touristique et peut-être aussi qui satisfait ce que vous disiez au début, ce qui vous a frappé, c'est-à-dire un peu cette Martinique carte postale, parce qu'elle est très belle, c'est vrai. Oui, puis elle est très belle, et puis les Martiniquais ne la connaissent pas. Il ne faut pas le dire de manière aussi mais si. Et on vous présentera des Martiniquais qui la connaissent très bien. Oui, mais non, il ne faut jamais généraliser, on est d'accord. Mais tout de même, c'est la même chose là-bas. Quand on est en Ardèche, comme moi, on va à Paris, on visite Paris, on va voir la Tour Eiffel, on va à l'Opéra, on va ceci, cela. Mais quand on habite Paris, on ne va pas voir la Tour Eiffel, on ne va pas voir ceci, on va à la campagne. C'est-à-dire que les Parisiens ne connaissent pas Paris. Il ne faut pas généraliser, hein, on est d'accord. Mais si vous voyez ce que je veux dire, ce sont souvent les provinciaux qui vont à Paris et qui vont visiter leurs amis à Paris. Et c'est à cette occasion-là que leurs amis vont leur faire découvrir, leurs amis parisiens vont en profiter pour découvrir avec eux Paris. Et c'est ce qui se passe un peu ici. Ou leur faire découvrir Paris. Ou leur faire découvrir Paris. Qu'ils qu'ils connaissent déjà. Mais c'est relatif, ça dépend. Ça dépend des traditions. Non, mais je ne veux pas généraliser. Bien sûr. Il faut grossir un petit peu pour mieux comprendre. Et je pense qu'ici, c'est un peu la même chose. J'ai été très surpris, moi, quand je suis arrivé en 80, de voir que des enfants, parce que j'étais à l'école à Trois-Îlets, des enfants de Trois-Îlets ne connaissaient pas l'Atlantique. Étaient des enfants de 10 ans, 11 ans. Les parents n'étaient jamais allés à Trinité, du côté de l'autre côté. C'était pourtant pas loin. Et il n'y a pas encore si longtemps, quand je me suis occupé un peu du Tchimbered à une époque, je me souviens d'une amie qui allait à donc notre rendez-vous, on est parti de Saint-Joseph, on arrivait à Grand-Rivière, et le mari d'une amie qui courait, le mari était professeur à l'université ici, monsieur bien sous tout rapport, et qui dit à sa femme, je te rejoins à Saint-Pierre, je te rejoins à Grand-Rivière. Monsieur de 40 ans, Martiniquais, de souche, qui connaît bien, qui a visité Paris, New York, le monde entier. Et il va, et on l'attend à Grand-Rivière, on l'attend, et il arrive très tard. Pourquoi? Parce qu'il était parti par le côté atlantique, il était monté jusque
jusqu'au prêcheur. Et là, à sa grande surprise, il découvrait qu'il n'y avait pas de route qui allait jusqu'à Grand-Rivière. Il fallait qu'il fasse la marche à pied. Vous voyez? Et donc, combien j'ai rencontré, il y a pas de route, combien j'ai rencontré de personnes, de Martiniquais, qui disent non, je ne suis pas encore à la Grand-Rivière, qui ont 30, 40, 50, 60 ans, qui ne sont pas encore à la Grand-Rivière. Je ne parle pas de ceux qui habitent dans le nord, je parle de ceux qui habitent à Fort-de-France ou dans le sud, mais qui vont y aller. Mais pas ce dimanche, parce que ce dimanche, on va aux Salines, là, c'est prévu. Alors, voilà. Mes chers téléspectateurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai invité M. Exbraya pour qu'il nous dise qu'il nous faut prendre possession de notre île, de notre pays, parce que nous le connaissons mal. Bon, on n'aime pas l'entendre dire ça, mais c'est vrai, quelque part. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal, parce que ça, on peut l'expliquer aussi historiquement. Alors je continue, donc depuis ce temps-là, après les cartes postales et le livre sur les fleurs des tropiques, vous diffusez beaucoup les cartes postales, et vous, ça aussi, ça marche très fort, oui. Ça marche très fort, et vous arrêtez. J'arrête quoi? Les cartes postales. Non, je continue. Ah, vous continuez? Je fais toujours des cartes postales. Ah, j'avais cru comprendre, mais on ne les voit pas beaucoup sur le marché. Si. Non, c'est moi qui n'en achète pas. Et à partir, donc, vous les diffusez de la Martinique vers la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, et puis oui, absolument, tous les pôles où vous êtes. Alors, votre collection compte plus de 5000 cartes postales, c'est vrai? Peut-être plus, même. Peut-être plus. Mais on ne peut plus compter. À partir d'un moment, on ne peut plus compter. Ok. Plus de 5000 cartes postales. 85 livres de nombreux modèles. 85 livres, c'est vrai? Enfin, plus que ça. On est à 216. Voilà, 216. Je vous ai dit que c'était les chiffres de 2003. Et je ne lui ai pas demandé de les corriger. C'est facile à voir, le nombre de livres, parce qu'il y a un code ISBN sur les livres, sur chaque livre. Sur chaque livre, il y a un code ISBN. Il y a un code ISBN. Qui indique le nombre de livres. Alors, là, vous en êtes à 63 avec les proverbes, c'est ça? Les proverbes, non, alors 63, il y a moi qui vais vous dire la vraie réponse. Ça va être, il faudra comprendre 163. Parce que, pourquoi? Oui. Parce que quand vous demandez un ISBN, la première fois, on vous pose la question, vous pensez faire combien de livres? Alors moi, quand j'ai fait mon premier livre, je dis, je vais en faire peut-être 2 ou 3 ou 4. Et en fait, on m'a donné un code pour aller jusqu'à 100 livres. Oui, c'est-à-dire, donc un code qui s'arrête à 99, parce que ça commence à 0. Quand je suis arrivé à 99, c'est-à-dire mon 100e livre, on m'a donné une deuxième série de livres, de codes, qui revont jusqu'à 99. Il va s'arrêter. Là, on est arrivé de nouveau à 99, c'est-à-dire à mon 200e livre, et on vient de nous donner un code qui va cette fois-ci jusqu'à 1000. Jusqu'à 999. D'accord, donc vous pouvez faire ça. Donc maintenant, il faut savoir que... ça, c'est le 163e. C'est le 163e. Le petit livre sur les proverbes. Alors, donc 85 livres à l'époque, donc vous allez corriger. J'ai vu aussi que vous sortiez des enveloppes illustrées. Oui. Oui, vous les faites toujours? On le fait toujours, on en fait beaucoup moins. Ça, j'avais lancé ça aussi en 80, ça n'existait pas à la Martinique à l'époque, donc j'avais lancé ça et ça a très très bien marché au début. Et puis maintenant, d'abord on n'écrit plus beaucoup, j'avais même du papier à lettres à une époque, je faisais du papier à lettres illustré, mais maintenant qui écrit encore une lettre? On se le demande. Les cartes postales, c'est vrai que c'est quelque chose qui va diminuer aussi, maintenant avec les téléphones portables et les Internet, etc., on écrit beaucoup moins. Si je vous pose la question, combien vous avez reçu cette année de cartes de vœux? Je ne vous demande pas la réponse, mais vos téléspectateurs se poseront la même. J'en ai reçu 3, et il y a 30 ans, j'en recevais 30. Oui. Ou il y a 20 ans, j'en recevais 30. Vous en recevez beaucoup plus. Et donc, c'est quelque chose qui va disparaître, ou peut-être rebondir. On verra. Changer en tout cas. Il y a une évolution. Il y a une évolution, mais vous savez, on est attaché parfois aux choses qui nous enracinent. Mais les imprimeurs voient bien la différence. Ils impriment tout simplement 40% de ce qu'ils imprimaient il y a seulement 10 ans, en carte postale. Donc, c'est manifeste. Alors, donc vous faites également des sets de table. Des plateaux stratifiés mélamine. Alors, tout ça, ce sont des produits touristiques essentiellement. Moi, je fais pas du tourisme à la Martinique, j'y habite et pourtant j'utilise mes plateaux.
ce sont des ustensiles que tout le monde peut utiliser et qui sont achetés par les Martiniquais comme par les autres. Hein. Même plus par les Martiniquais, parce qu'un plateau est assez grand, c'est un peu encombrant à emporter, donc non, c'est... Et on les trouve où, vos plateaux? Oh, on les trouve... Pas dans les librairies? Non, oui, mais on travaille avec toutes les boutiques, on a oui, qui vendent des produits touristiques. On a 300 clients sur la Martinique. Oui, qui vendent des produits, voilà. Alors, autrement, vous avez un petit staff d'une quinzaine d'employés, c'est ça? Un peu moins. Un peu moins. Ah oui, il y a une époque, oui, et puis vous avez parlé de la grève de 2009 qui nous a obligés à réduire un peu notre personnel. Vous avez licencié? Oui, on a dû licencier. Ils ont été malheureux? Ils étaient malheureux de partir? D'être licenciés? Ça a été une période très difficile pour certains. Y en a qui m'ont demandé qui n'ont pas voulu partir et qui ont dit on travaillera une journée de moins. Par exemple, on prendra notre mercredi. Il y en a qui ont préféré, par exemple en Guadeloupe, qui ont préféré partir en se disant avec la prime de départ, parce que celui qui était là depuis 22 ans, ça fait une prime assez importante, ça permet de rebondir aussi. Et voilà, donc, mais c'est vrai que les gens qui travaillent depuis 20 ans dans une maison, ils font partie de la maison. Donc c'est aussi difficile pour les uns que pour les autres. Mais voilà, donc à l'époque, c'est vrai qu'on était... une époque, on était 18, aujourd'hui on est 9. Voilà, voilà, donc vous êtes 9 sur les 3 postes? Sur les 3 postes. Sur les 3 postes. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Non, Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique. Alors, vos activités, vos productions sont subventionnées? Non. Non? Non, pas un centime, non. Pas un centime? Non. Vous êtes un vrai producteur de richesse? Oui, je fais tout. Oui. Tout seul. Parce que la chance ou l'opportunité que vous avez, c'est de profiter d'un marché qui était vierge pratiquement, c'est ça aussi, non? De proposer des choses sur la Martinique qui n'étaient pas... C'est-à-dire, quand j'ai commencé, j'ai essayé de faire des choses qui n'existaient pas, justement. J'ai essayé de faire des choses, justement, que moi-même, je n'avais pas trouvées. Oui. Je vous ai parlé des cartes postales, c'est parce que moi-même, j'ai cherché des photos que je n'en ai pas trouvées, je me suis dit, il faut en faire. C'est parce que j'ai vu que les fleurs ici m'ont étonné quand je suis arrivé, et que j'ai cherché des livres pour voir comment elles s'appellent, parce que bon, quand je veux savoir comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est, et que j'ai pas trouvé, je dis il faut faire un livre sur les fleurs. Et donc moi j'y connais rien, donc il faut que je m'entoure des gens compétents. J'ai cherché, j'ai trouvé un botaniste à l'époque, etc. Comment j'ai fait un livre sur les plantes toxiques. Oui, pourquoi j'ai fait un livre sur les plantes toxiques? Mais parce que... les plantes magiques, il y a eu les plantes magiques, les plantes mais pourquoi les plantes toxiques? C'est parce qu'à l'époque de ce livre sur les plantes toxiques, je vivais à la Marina. J'avais un petit logement à la Marina, de 3 îlets. Et mes deux enfants, qui avaient 5 et 7 ans, ou 7 et 9 ans même à l'époque, 7 et 9 ans, tout à coup sont venus jouer autour de la Marina, puis il y avait une sorte d'infection bizarre, etc. Et donc, médecin, explication, et puis on ne trouve pas, et puis petit à petit on trouve que c'est parce qu'ils vont toucher telle plante ou telle autre qu'on trouvait autour de la Marina, et c'est ces plantes qui les infectaient. Et je me suis dit, il y a un problème. Puis un autre jour, mon fils petit, là, sur la plage du Méridien, il écrase une belle pomme rouge, là, il l'écrase, elle gicle. C'était un poivron, c'était pas un poivron, un piment, plein d'eau, donc tout avait giclé sur sa poitrine. Je l'avais passé sous la douche immédiatement. Et ça n'avait rien servi à rien. Je me souviens d'avoir passé la langue sur sa poitrine au bout de 5 minutes de rinçage. Je me suis brûlé la langue. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et c'est là, donc bien sûr, je suis allé voir le médecin qui m'a expliqué ce qu'on pouvait faire et tout. Et j'ai rencontré après mon médecin, 2 autres médecins, mon botaniste. J'ai dit, il faut faire un livre sur les plantes toxiques. Mais c'est toujours... Quand j'ai créé quelque chose, c'est toujours parce que je dis, il y a un manque. Voilà, c'est pas, je dis, tiens, quelqu'un fait ça, je vais faire la même chose. Non, non. Je dis, il n'y a pas ça, je vais essayer de le faire. Et donc, trouver les gens compétents, chacun dans leur domaine, pour le faire.
Et tout ça peut se faire sans parler le créole? Oui, parce que tout le monde parle français ici. Ah, est-ce que c'est le même français que celui de France? Bon, absolument. Ah bon? Il me semblait vous avoir entendu dire que c'était difficile, notamment dans votre contact avec les enfants, non? Vous n'aviez pas une petite difficulté à les comprendre ou... Ah non, 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 absolument pas. Non, non, pourquoi je ne parle pas le créole, c'est ça? Pourquoi je n'ai pas voulu apprendre le créole, c'est votre question? C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut vivre dans un pays sans parler sa langue. Si on considère que ce qui se parle ici est une langue, bien sûr, il faut avoir déjà cette prédisposition-là. Mais autrement, ça me paraît difficile parce que vous dites que tout le monde parle le français, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a une approche du français qui est particulière ici. Alors, moi j'ai entendu dire, je ne sais plus qui, que le créole était non pas une langue maternelle, mais une langue naturelle. Non, c'est le français qui est une langue naturelle pour les gens d'ici. Non, c'est moi qui voulais l'expliquer. Je voulais expliquer. C'est ce que Glisson dit, parce que nous considérons que c'est une langue maternelle. Et parce qu'il est en train de prendre le pas sur notre langue maternelle, on le dit, ou on l'a dit, langue naturelle. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, mais langue naturelle, ça touche les générations de maintenant. Moi, je pense que les savoirs que vous compulsez là, ou compilez, ce sont des savoirs qui ne sont pas détenus par les jeunes générations, par des générations beaucoup plus anciennes. Mais vous avez des médiateurs. Ce que je comprends, c'est les médecins, les pharmaciens, les spécialistes, donc c'est à travers eux que vous entrez dans la Martinique. Absolument. Finalement, c'est ça, pas d'un rapport direct avec la population. Mais j'ai un rapport direct avec les gens quand je travaille par exemple sur les plantes médicinales, je suis dans la campagne, on discute avec les gens, j'ai de très bons rapports avec les gens, très très bons rapports. C'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir de me promener à la campagne, de faire des photos, et les gens sont très ouverts, et je me régale, et je parle français. Et tout le monde parle français avec moi. Oui, mais c'est très intéressant parce que je pense que dans un autre pays, c'est vrai qu'on a le français, mais dans un autre pays, je pense que, en général, je l'ai vu, les Français font l'effort d'apprendre la langue. Mais je l'ai fait moi-même. Mais chez nous, c'est pas important. Non, parce que j'ai une autre explication. Mais j'ai été, par exemple, en Mauritanie ou en Algérie, j'ai passé quelques années. J'ai appris non seulement à parler, mais à écrire l'arabe. J'ai été en Allemagne, j'ai appris l'allemand. J'ai été j'ai travaillé en Hollande, j'ai essayé d'apprendre le hollandais. J'adore les langues. Et quand je suis arrivé ici, en fait, je venais après avoir passé un diplôme de français langue étrangère. Et ce diplôme-là, quand je l'ai passé, c'était à la faculté de Besançon. Enfin, je ne l'ai pas passé, mais j'avais travaillé là-bas. Et dans la classe que j'avais, enfin pour un mois, parce que c'était dans le cadre de mon diplôme, donc je n'avais pas une classe à l'année, c'était une classe pour un mois. Il y avait 15 nationalités différentes. Non, j'avais 15 élèves avec une douzaine de nationalités différentes. Et notre professeur nous expliquait qu'il ne faut jamais, il ne faut pas essayer de parler la langue de l'élève, puisqu'on leur enseigne le français, il faut leur parler en français. Et si on parle l'anglais et qu'on a un anglais en face de nous, on va lui expliquer peut-être en anglais. Mais le japonais à côté ou l'espagnol à côté ne comprendra pas. Donc il faut absolument parler en français pour apprendre le français. Avec ça c'est dans le contexte d'un enseignement précis. Voilà. Alors quand je suis arrivé là... Ne vous justifiez pas, vous avez fait un choix. J'ai fait un choix pédagogique. Oui, bon, on n'était pas dans le contexte de l'enseignement, mais ça fait rien. Je voudrais vous dire aussi, donc je vous ai signalé M. Exbraya a écrit et publié beaucoup d'ouvrages, et parmi ceux-là, Pastel Martinique, Le voyage immobile, c'est vous qui l'avez fait. C'est un ouvrage qui est en noir et blanc avec des petits. C'est pas celui-ci? Non, celui-ci c'est des textes de Roger Parsemin. De Roger Parsemin. C'est des petits textes qui accompagnent des pastels, donc il est en couleur, c'est un très beau livre. Voilà, c'est très des joli. Pastels c'était un très beau livre à l'époque. Voilà. Alors, vous avez écrit toute une série d'ouvrages qui ont été classés dans la série Destination.
avec, qui font un peu fonction de guide touristique, un peu, c'est ça. Oui. Donc il y a, en dehors de ces livres-là, sur ce qu'on a déjà mentionné, il y a Destination Saint-Barth, Les Saintes, il y a Guadeloupe, voilà. Martinique, il y avait aussi. Martinique aussi, je les avais oubliés, vous voyez, vous me rappelez des souvenirs. Oui, et il y a les plantes toxiques des Antilles, dont il vient de vous parler, fleurs des tropiques, plantes médicinales. Il y a ceux qu'il a publié lui, écrit lui, mais il y a aussi le livre de M. Nossin sur les plantes magiques. Alors le titre exact, c'est... comment vous l'avez appelé, les plantes médiatrices à fonction apotropaïque. Ah oui, il faut s'y reprendre à 2 fois. Oui. Il faut s'y apotropaïque, d'accord. Donc ce sont les plantes qui guérissent. On explique à l'intérieur du livre, on explique ce que ça veut dire apotropaïque. Voilà. Vous avez publié un livre aussi sur les coquillages qui est très beau, des coquillages c'est plus de la Caraïbe. Voilà. Ensuite, faire de topic, ça revient. Vous avez aussi un livre très beau qui est L'autre Martinique et, comme vous l'avez expliqué au début, qui est un petit peu moins spécialisé que L'autre Martinique, le canyoning. Vous avez un premier L'autre Martinique généraliste et actuellement vous avez publié, ça c'est 2005 celui-ci, je ne sais plus, le canyoning, oui, je pense qu'il est de 2005. On va le montrer encore, chers téléspectateurs, pour que vous le voyez, parce qu'il faut que vous l'ayez. Parce qu'il pratique une activité extraordinaire qui est le canyoning, que peu de Martiniquais connaissent. Et il m'a dit, c'est à nous, c'est pas taillou. Ça veut dire que, voilà, il faut vous approprier aussi le canyoning pour que ça soit tazote. Alors, voilà, Monsieur Exbraya, il y a, notre équipe de Zouk TV est allée faire une petite excursion ou incursion chez vous. Et est-ce qu'on peut visionner le petit documentaire de 5 minutes produit sur vous? Oui, bien sûr, mais... Vous avez été très enthousiaste, vous leur avez montré un peu votre maison d'édition, en tout cas le cadre dans lequel vous travaillez. On peut montrer aux téléspectateurs ce petit documentaire? Enfin, c'est pas un petit reportage, tout petit. Un petit reportage. C'est possible? 1635 et 1700. Ah, c'est bien. Formidable. Vous voulez commenter, André? Alors, ça, c'est la couverture d'un livre que je suis en train de faire ce matin même. C'est le 4e volume des proverbes créoles, illustrés par Pancho. Voilà. Et on en était là ce matin, dans mon poisson, il y mangeait pour un jour même. Allez, moi, je prononce mal, c'est ça le problème. Je sais le lire, je sais l'écrire, mais je ne sais pas le prononcer. Je le prononce mal. Donc, voilà, je travaille... c'est un petit atelier. Oui, vous avez montré à notre petite équipe comment vous travaillez. Parce que vous avez un matériel extrêmement perfectionné. Oui, le matériel est bon, parce que je compense mes faiblesses par la qualité du matériel. Ah bon. Moi, j'essaie toujours d'avoir les meilleurs appareils photo. Ça aide. Oui, ça aide pour un photographe. Oui. Voilà. Mais tout à l'heure, je vous disais, les très bons photographes ou les bons golfeurs font de très belles photos avec n'importe quoi. Mais quand on n'est pas un très bon photographe, il vaut mieux avoir un bon matériel. Ça aide. Oui, ça aide. Voilà, là, c'est Miminou, un livre qu'on a sorti l'an dernier avec Thérèse Léotin. Qui est illustré par Pancho. Ouais. Voilà. Là, c'est un autre petit livre que j'attends aujourd'hui, demain, enfin, dans les jours qui viennent. Tifilao. Ça, c'est un autre livre sur la magie, illustré par quelqu'un que j'ai rencontré malheureusement et qui est décédé là, l'an dernier. Qui reprend un peu nos superstitions, hein, c'est ça? Voilà, qui reprend, du moins qui... Qu'on retrouve dans les contes, Qui illustre le Soucougnan, les Dorlis, une petite histoire. Et là, je tiens un livre, je ne sais pas qui l'a écrit, Smeralda, Juliette Smeralda, un livre très intéressant que ceux qui l'ont lu déjà se régalent. Ah, tant mieux. Voilà. Ça, c'est M. Nossin. Là, c'est le livre de M. Nossin. Un roman de M. Nossin. Ah, oui. C'est un pavé. Un gros pavé, Un pavé, mais
l'art vraiment. Aussi une forme d'écriture qui rappelle le 19e. Voilà, c'est ce qu'il a recherché en tout cas. Le rêve du Mansfening. C'est un livre historique, hein, c'est un roman historique. Sur Saint-Pierre, ça se passe à Saint-Pierre. Le Galion, celui-là, je ne l'ai pas mentionné. Non, parce que, pourquoi il n'est pas mentionné? Il a été fait par M. Raveau de Trinité. Ça c'est le dernier. Voilà, le livre qu'il a publié de moi, c'est celui-ci, 28 jours à la dérive. C'est une histoire vraie, hein, de deux pêcheurs qui avaient disparu en mer pendant 28 jours. Et là, vous avez... Là, c'est le livre de M. Raveau, Le Galion, sur le Galion. Ah, sur le Galion. C'est vous qui l'avez fait. Il a beaucoup de succès aussi. Oui. Alors, les livres de M. Exbraya sont d'abord configurés autour de beaucoup d'images, de couleurs éclatantes, avec des couvertures cartonnées qui rendent les livres précieux. Là, voilà, je vais montrer on fait d'autres choses. Vos autres activités? On fait des tasses. Alors, c'est pas fait en Chine, hein, c'est fait ici. C'est fait ici. Vous avez vu la petite machine qui était juste avant, oui, qui me permet de faire ça. Donc, je reprends les photos, les tableaux, les dessins, etc. Avec des motifs locaux, enfin, voilà. Les fleurs, la flore et les personnages. Il n'y a toujours pas beaucoup d'animaux dans vos dessins. Non, des colibris. Voilà, des paysages, on les voit. Alors, ce sont des tasses que j'ai vues, moi, par contre, dans les librairies, me semble, non? Oui, elles sont toujours pareilles. Dans les librairies. Là, ce sont les sets de table? Oui. Ok, vous faites ça. Vous voyez, les couleurs sont très, très vives. Il y a des modes pour les couleurs. Mais vous avez pris ce qu'elles ont de plus éclatant. Elles sont toujours très, très vives. Oui, et je pense vous avoir dit, et c'est très étonnant pour un Européen, parce que vous êtes en général beaucoup plus sobre dans les couleurs. Et on s'est moqué beaucoup des Noirs qui aimaient les couleurs très vives. Et je vois que vous avez repris toutes ces couleurs. C'est ce qui donne aussi leur caractère à vos productions. Là, c'est un jeu de 7 familles. Alors, j'ai inventé, on peut dire, un jeu de 7 familles avec les fleurs, des vraies familles. Oui, ça c'est une ancienne carte de Martinique. Oui, c'est une ancienne carte de Martinique. Oui. Voilà, alors ces sets de table, on ne les trouve pas beaucoup dans les librairies, monsieur Exbraya. André, on les trouve plutôt. Merci à Giovanni et puis merci à Zouk d'être allé dans votre atelier, comme on va l'appeler. Oui, votre atelier, pour voir un petit peu, pouvoir vous montrer ce qu'il produit. Et voilà, nous sommes on a fait un petit peu le tour de vous en tant qu'éditeur. Et je ne sais pas si dans tout ce qu'on a mentionné, on a un profil qui se dégage de vous, parce que tout à l'heure, j'aimerais beaucoup que vous discutiez un peu avec notre invité autour du livre sur le canyoning. Mais vous, en tant que écrivain, on préfère ce terme-là, écrivain, et non pas écrivain, en tant que photographe, en tant qu'éditeur, en tant que co-auteur, en tant qu'homme orchestre, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience multifacette? Mais parce que j'ai été comme ça toute ma vie, je suis touche à tout. Quand j'aime quelque chose, je me plonge, j'y vais à fond, je me passionne en fait, je suis quelqu'un de passionné. Oui, vous travaillez sans arrêt. Oui, je travaille 7 jours sur 7, en gros, et du matin au soir, mais c'est un plaisir, hein, je travaille pas, personne ne me force à travailler, je pourrais être à la retraite depuis quelques années, je n'y suis pas, parce que j'ai toujours du plaisir. Et tout ce que, par exemple, je me suis intéressé à une époque aux abeilles. Bon, mais quand je me suis intéressé aux abeilles, j'ai construit des ruches en verre, des ruches transparentes. J'ai essayé d'aller très loin dans l'étude des abeilles. Et tout ça à la suite de la lecture de livres qui m'avaient passionné sur les abeilles de Maeterlinck, que beaucoup d'ailleurs ont lu et qui se sont mis à l'apiculture. Je me suis passionné, puis je l'ai abandonné parce que j'ai changé de métier. Je l'ai abandonné quand je suis venu à la Martinique, parce que je ne pouvais pas transporter une centaine de ruches. Après, à une époque, j'étudiais les champignons, par exemple, mais à fond, je vais les dessiner, j'avais acheté un microscope électronique, un microscope à immersion pour
découvrir les champignons. Et quand je fais de la photo, ben, je fais à fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier, je faisais du golf, mais j'ai essayé de jouer le mieux possible. Aujourd'hui, après, j'ai fait du canyoning, ben, j'ai découvert le canyoning par hasard. Par hasard. Et le jour où je suis rentré dans cette petite rivière que je fais découvrir toujours aujourd'hui, et je leur dis, ça, c'est la première rivière que j'ai vue. Et quand je l'ai vue, j'ai découvert un nouveau monde. Et j'ai eu envie de le faire partager. Voilà, quand je fais quelque chose qui me plaît, j'ai envie de le faire partager. Oui. Et ça peut être n'importe quoi. J'ai vu que vos livres se trouvent aussi dans de beaucoup de bibliothèques, en France notamment, mais il y a une bibliothèque qui a l'essentiel de vos livres qui sont donc classés parmi les beaux livres et qui travaillent, qui se spécialisent sur les paysages, sur le type d'ouvrage que vous produisez. Et j'ai vu sur un site qu'il y en a quand même beaucoup dans cette bibliothèque qui se trouve, je ne sais plus où, de quelle région de France, mais c'est dans une, c'est pas à Paris, mais enfin, voilà, j'ai vu que vos livres ont une certaine aussi destinée hexagonale. Ah, mais j'ai un livre, mon premier livre, Fleurs des Tropiques, il est dans le musée de Mitterrand. Voilà. Mitterrand? Oui, parce que quand il est venu, quand il a fait 14e? Quand il a fait, je ne sais pas où est son musée, quand il a fait sa première visite en Martinique, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais arrivé en 80 puis 81, et il est venu lui-même dès 82, je crois, ici, à Martinique, et je dédicaçais, quand il est arrivé ce jour-là, j'ai dédicacé ce livre, Fleurs des Tropiques, à la librairie antillaise, je crois, je ne suis pas certain, et je sais que ce livre-là lui a été offert 2 fois. Et comme tous leurs cadeaux au président vont après dans un musée, je sais que ce livre est dans le musée de Mitterrand. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on va avancer. On va maintenant passer à la rencontre avec notre invité après notre jingle. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons, j'ai le plaisir, le très grand plaisir aussi de recevoir René Dersion. Bonjour René, ou bonsoir. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Bon, c'est parce qu'on enregistre le soir, mais vous allez le voir aussi probablement dans la 2e rediffusion en journée. Donc bonsoir et bonjour. Alors René, vous êtes là pour... en tant que guide touristique, donc à mon avis mieux placé que moi pour échanger avec André sur ce livre sur le canyoning dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un gros livre, vous voyez, un gros beau livre qui fait rêver parce qu'il est plein d'images et il y a aussi voilà, une présentation de la Martinique à laquelle nous ne sommes pas très habitués et j'ai été très frappée lorsque André m'a offert ce livre-là. Je me suis dit, il faut le faire connaître aux téléspectateurs parce que c'est une part de notre Martinique qui nous échappe à mon avis et André nous dit qu'il aime partager quand il découvre des choses, alors profitons-en et allons essayer de découvrir cet ouvrage. Alors, donc René, vous êtes guide touristique? Vous voulez nous dire un petit peu ce que vous faites? Oui, précisément accompagnateur en montagne ou encore chez nous on peut faire plus le terme guide de randonnée. Guide touristique, c'est déjà autre chose. Mais vous êtes diplômé dans votre... Tout à fait, breveté d'État. Donc effectivement, j'interviens dans le milieu touristique, effectivement. Oui. Mais aussi pour la population locale, vous organisez... Aujourd'hui, je m'oriente surtout pour la population locale, alors que d'autres personnes attendent impatiemment la saison touristique. D'accord. Donc vous avez toute l'année, vous avez des groupes... Pendant toute l'année, on a cette chance justement, à la différence des collègues métropolitains. On est dans les tropiques, donc on peut intervenir, on peut travailler pendant toute l'année avec des publics différents et en proposant des produits différents. C'est un petit avantage qu'on a
ici. Donc vous êtes dans un domaine tout à fait différent de celui que André présente dans cet ouvrage-là. Alors, puisque vous dites que vous êtes guide de montagne, vous n'êtes pas du tout dans le canyoning, dans les fonds, parce que là c'est plutôt dans les fonds, non, dans les chutes. Donc oui, c'est vrai, je suis guide de randonnée et pour pratiquer ce genre d'activité qu'est le canyon, c'est une autre formation. Et moi j'ai fait le choix de... Bon, c'est vrai qu'à mes débuts j'ai touché un petit peu au canyon, mais ça ne m'a pas forcément branché, bien que c'est une activité extraordinaire qui nous permet véritablement de découvrir la Martinique profonde. D'ailleurs, il y a de très belles images, j'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu parce que je suis aussi photographe amateur, mais elles ne sont pas aussi belles que celles d'André. Donc, mais c'est pas, en gros, c'est une autre spécialité. C'est une spécialité. Alors, pour rebondir sur ce que disait André, est-ce que il y a des raisons qui expliquent pourquoi les Martiniquais sont peu tournés vers ce sport-là? Oui. Je peux donner une interprétation. Moi, je pense que le canyoning est une activité toute récente. Donc, par exemple, quand on prend la randonnée pédestre, moi, j'aime bien dire que la randonnée est une activité toujours récente en Martinique. En France, la randonnée pédestre, c'est une véritable institution, une tradition qui a plus de siècles. Véritablement, la vraie randonnée pédestre en Martinique n'a que 40 ans. Donc, c'est une activité toute récente. Donc, il faut du temps pour que ça évolue. En tout cas, au cours de mes activités et lors de mes encadrements, je sais que je leur en parle, même si je ne suis pas spécialiste, et la population, ou du moins les pratiquants, ne sont pas hostiles à ce type d'activité, puisque c'est encore la nature, c'est la découverte de cascades, de milieux extraordinaires, et les gens en sont friands. Donc je ne dirais pas que les Martiniquais n'aiment pas le canyon. Ça veut dire que c'est une chose qu'il faut développer. Voilà, je pense qu'il faut un peu de temps. Par exemple, j'ai une activité que je pratique, que j'appelle la randonnée aquatique, qui n'est ni plus ni moins remonter la rivière. Les gens adorent ça. Mais c'est vrai que pour pratiquer du canyoning, ça demande un certain niveau physique. Et monter la rivière, ça n'a rien à voir avec le canyoning. Justement, quand on montait la rivière, on remonte le lit de la rivière. Et tandis que justement, c'est une précision. Tandis que le canyoning, on va redescendre le lit de la rivière en utilisant des agrès, des baudriers, des cordes. Or, moi, justement, dans mes prérogatives, je n'ai pas le droit d'utiliser des agrès. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, moi, je monte. En fait, la remontée. On est suspendu dans les airs quand on fait du canyoning. Oui, ce qu'il faut surtout dire, c'est que la remontée de rivière ou la randonnée aquatique est assimilée à de la randonnée aquatique. Sauf que il ne doit pas y avoir de. Donc, l'importance, le choix des rivières est très important. Il ne faut pas qu'il y ait de natation, et il ne faut pas qu'il y ait d'escalade. Sinon, après, je suis au cadre. Je sors de mes prérogatives. C'est ça toute la différence. Mais quand je m'aperçois que j'ai des clients ou des participants qui ont le niveau physique, le potentiel, nous avons une association en Martinique qui est composée qui s'appelle comment l'AMAM, Association Martiniquaise des Accompagnateurs en Montagne. Et dans cette association, il y a aussi des collègues qui sont spécialistes canyoning. Donc, quand je vois, il y a des échanges de clients. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont le potentiel physique, je leur dis qu'il y a autre chose chez nous. Et ça veut dire quoi, avoir le potentiel physique? Ça veut dire que quand même, il faut être... entraîné? Pas forcément entraîné, il faut avoir une bonne condition physique quand même. Parce que le problème du canyon de Martinique, c'est-à-dire que pour atteindre le départ du canyon, parfois c'est 2 heures ou 3 heures de randonnée. Pour quitter le lit de la rivière, pour retrouver son véhicule, parfois c'est 2 heures, 3 heures de randonnée. Donc au-delà de l'activité elle-même, il faut être capable de se déplacer. Les plus beaux canyons se trouvent à la montagne Pelée. Pour monter à la montagne Pelée, il faut déjà quand même se déplacer. Et là, vous avez un matériel, vous avez des cordes, parfois un matériel qui pèse un peu. Donc ça demande une petite condition. Vaut mieux avoir une bonne condition physique. Et André, vous offriez à un moment donné un stage de pratique et découverte des canyons caribéens en Martinique.
J'ai fait ça, moi. Vous voyez, j'ai trouvé une fiche, alors, localisation Saint-Pierre, Martinique, France, etc. Hébergement à Saint-Pierre, organisation. C'était pas vous? Moi, j'ai pas fait ça, non, j'ai pas fait. Il me semblait que vous étiez... non, par contre, nous avons une association. Oui, c'était... Et dans notre association, quelquefois, on fait une journée découverte, ce qu'on appelle une journée découverte. La journée découverte, elle se résume en général à une cascade que tout le monde connaît, c'est le Saut Gendarme, où on peut accéder par la base de Saut Gendarme, par un petit sentier qui le longe sur sa rive gauche, et on accède aux 3 dernières cascades. Et là, on peut organiser mais votre nom fait partie de celui des organisateurs avec votre adresse, hein, votre téléphone. Et je vois du mercredi 25 avril au samedi 5 mai, pratique et découverte des canyons caribéens. Il y a un moment là, oui, ça n'existe plus alors. Non, c'est comme tout à l'heure, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Non, mais ça c'est noté. André, il n'y a pas de doute là-dessus. Association, des médecins et des sauveteurs en montagne. Ah oui, c'est ça. Alors, oui. Donc c'est pour des grands spécialistes. Ah non, mais là c'était autre chose là. Il fallait oui, dire, vous précisez que c'était l'association nationale des médecins et sauveteurs en montagne. Oui. Thème pratique, voilà. Fiche de stage, c'est un stage, c'est pas... C'est ce que j'ai dit au début. Voilà, vous organisez des stages. Non, mais c'est un stage de sauveteur. D'accord. C'est pas un stage pour apprendre le canyoning. Mais le sous-titre, qu'est-ce que c'est alors? Pratique et découverte des canyons caribéens en Martinique. Mais ça, c'était pour les médecins qui venaient de la Réunion. Donc, il y avait malentendu sur le sujet. Oui, c'est-à-dire, comme c'est indiqué là, on a l'impression que c'est ouvert à tout le monde. Non, mais c'est pas grave. C'était ouvert aux médecins. C'était juste demander si ce type de stage, parce que je suppose qu'on peut se trouver face à un public qui a de la difficulté, mais qu'on peut entraîner à faire ce type de sport, non, d'activité. On peut l'entraîner. Quand vous dites qu'il faut avoir de la condition, on peut l'entraîner et puis progressivement l'amener. Nous, on commence avec des enfants qui ont 7 ans. D'accord. Donc vous faites aujourd'hui, actuellement, vous organisez ce type de stage pour des petites sorties, voilà. Quel que soit le niveau. Alors, quel que soit le niveau, on a des sorties, on a quand même dans notre association. Je crois qu'aujourd'hui on a une centaine de membres. Comment est-ce qu'elle s'appelle l'association? C'est Aventure et Canyon. Et c'est plus mixte un petit peu au niveau du public? Mixte dans quel sens? C'est plus parce que dans l'ouvrage, ce sont essentiellement ce que vous appelez des métros. Alors je voulais savoir s'il y avait parce que je dirais que c'est est-ce que ça s'ouvre un peu à la population locale? C'est difficile. Ben voilà, donc nous on essaye. Oui. On a quelques personnes, mais sur les 100 adhérents que nous sommes, on en a peut-être seulement 6 ou 7 qui sont martiniquais. D'accord, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est un peu sur peut-être 10 parce que j'ai pas le compte, mais pas plus. Non, mais de toute façon, c'est très minoritaire. Mais c'est déjà plus qu'avant. Oui. C'est dire que mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez. Mais j'ai par exemple un de mes collaborateurs tous mes collaborateurs sont antillais. Et ça fait des années que j'essaye, ma comptable aussi, que j'essaye de les amener en canyon. J'ai réussi une fois. J'en ai un qui va s'y remettre, mais au bout de 8 ans. 8 ans. Mais les conditions que vous énoncez pour pouvoir pratiquer ce sport, c'est il faut savoir nager et s'immerger pour pratiquer le canyoning. Il faut bien s'équiper, ça veut dire que financièrement aussi, ça n'est pas peut-être à la portée de tous. Non, mais alors, là, vous fournissez le matériel. Là, vous avez une fiche de stage, d'un stage pour le secours en montagne. C'était pas un stage ouvert à tout le monde. Non, je parle d'autre chose. Vous parlez d'autre chose. Quand vous parlez d'un sport à sensation, oui, alors, dans le cadre de notre association, ou dans le cadre, parce qu'il y a ici, il y a des associations, et il y a des professionnels. Alors, les professionnels, moi j'en connais quelques-uns, enfin qui sont très connus. Il y a Sophie Lagrange, Max Saint-Jean, etc. Ils ont leur matériel, ils ont tout ce qu'il faut, et suivant le niveau de leur clientèle, ils vont faire un petit canyon ou un grand canyon. Ils font rarement des grands canyons parce que leurs clients qui sont des touristes en général, je dis bien en général, bien ils ne les connaissent pas. Et quand on ne connaît pas quelqu'un, de toute façon, même s'il est bon, on ne va pas l'amener dans un grand canyon. Par contre, ils ont des gens... Donc le public n'a pas, enfin les clients n'ont pas à acheter eux-mêmes leur matériel. Non. C'est avec le guide que ça se fait. Non, la cotisation chez nous, alors dans notre association, on est tous bénévoles et
il y a une assurance au départ, et comme quand on faisait le Chambered, on est à la Fédération Française Montagne et Escalade, dans laquelle il y a une assurance, etc. Et puis la cotisation elle est que d'une dizaine d'euros par an. Oui. Vous voyez, donc 10 euros, plus donc c'est abordable, c'est ce que vous voulez dire. C'est à la portée de tout le monde. Ben oui. Voilà. Mais on ne comprend pas pourquoi c'est pas plus démocratisé. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez, dans votre livre, indiqué qu'il y a aujourd'hui, actuellement, une quarantaine de canyons. Eh ben, un peu plus. Et puis depuis ce dimanche, depuis dimanche dernier, eh bien, un de plus, parce qu'on vient d'en ouvrir un nouveau, qu'on a appelé la Ravine Odana, et qui est un très joli petit canyon. Je cherchais un canyon d'initiation. C'est un très joli petit canyon qu'on va refaire ce week-end prochain. C'est-à-dire, vous vous frayez un chemin, un passage sous les bois, puis vous découvrez... Non, on ne découvre pas par hasard. Hein. On ne découvre pas par hasard. Par hasard. C'est-à-dire que d'abord, on a la carte, et on se dit, là, il y a une ravine. Cette ravine, elle arrive jusque dans la rivière du Carbet. Normalement, quand elle arrive, il y a de l'eau. Qu'est-ce que ça va donner? Donc vous établissez une liste des rivières. Mais je suis frappée, André, parce que vous avez donné à des rivières le nom des personnes qui sont avec vous dans l'équipe, c'est ça? Oui, absolument. C'est possible de faire ça? Alors, quand une ravine porte un nom, par exemple, Bamitan, c'est la rivière Mitan, que tout le monde connaît, ou le Saut-Gendarme, que tout le monde connaît, elle est répertoriée sur la carte. Elle s'appelle Saut-Gendarme. Elle a son nom. Elle s'appelle Rivière Claire. Elle s'appelle... il y a 2 rivières claires à la Martinique. Il y a 2 rivières blanches. Il y a 2 rivières sèches. Il y a plusieurs rivières qui ont le même nom. Il y a toute une liste de noms que vous citez. Quand on va dans une ravine, quand on découvre une ravine qui n'a pas de nom, eh bien on va lui en donner un, mais exactement comme ça se fait depuis la nuit des temps. Si la rivière Claire s'appelle la rivière Claire, c'est parce qu'il y a un premier personnage qui lui a donné ce nom-là. Ah bon? Mais ça, ce sont des pratiques d'explorateurs d'anciens temps. Est-ce que c'est je ne sais pas qui est responsable de ces rivières. C'est autorisé que n'importe qui vienne et donne son nom à un bras de rivière qu'il a découvert? Oui, d'ailleurs, si on va dans les Alpes, par exemple, toutes les parois que les grimpeurs grimpent, escaladent, ont des fois des noms très farfelus. Parce que celui qui l'a grimpé, qui a ouvert cette voie la première fois, c'est lui qui va donner, ou celui qui va faire le topo, c'est lui qui va donner le nom à cette voie. Et sur le plan institutionnel, c'est entériné? Absolument. C'est entériné? Et après, l'IGN, au bout d'un certain temps, quand il va mettre sa carte à jour, eh bien, il va mettre le bras Ravine-Lagrange. Non, parce que j'ai vu, j'ai été frappé par ça, parce que j'ai vu le bras Tanguy, c'est l'un des l'un des co-auteurs du livre, mais j'ai vu aussi le bras... Non, j'ai vu le bras Exbraya. Ben oui, alors le bras Exbraya, c'est pas moi qui l'appelais Exbraya, parce que... Ben c'est votre nom. Oui, c'est mon nom, effectivement. Oui. Mais c'est les amis avec qui j'ai ouvert à peu près une trentaine de canyons. Il y avait Guy Lagrange, Pascal Tanguy, Guy Lagrange qui est, on va dire, la sommité à la Martinique dans le canyoning. Hein. D'accord, il est de toutes les ouvertures. Guy Lagrange, Sophie Sutter. Il y a un canyon, par exemple, qui s'appelle la Grande Sophie. J'ai vu la Ravine Julie aussi, je suppose. Ah non, mais la Ravine Julie, elle existait déjà. Elle existait déjà. Donc ça n'a pas changé depuis le temps des explorateurs. Non, c'est comme ça. Là où on va, on découvre. Tant pis pour nous qui ne découvrons rien. Et on donne des noms. Mais oui. Comment vous trouvez ça? Ça vous frappe? Je ne suis pas frappé, mais personnellement, même si j'apprécie le travail, c'est une démarche qui m'a un petit peu gêné de voir le nom. Donner des noms à des ravines bien de chez nous. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu l'impression que les collègues qui pratiquaient le canyoning se battaient presque pour découvrir. Chacun voulait avoir en fait sa rivière. Et son nom cette démarche, ça m'a un petit peu gêné en tant qu'autochtone, quoi. Donc, mais après, si c'est la... Non, j'ai trouvé ça... J'ai vu d'une pratique presque colonialiste qui m'a un tout petit peu gêné. Mais après, la nature du vide. Hein, donc, Et vous, André, vous trouvez ça colonialiste? Absolument pas. Alors, je vais vous dire, par exemple, le dernier qu'on vient de découvrir, là, qu'on vient d'ouvrir, parce qu'on le découvre, et on lui donne un nom. Alors, sur la carte,
je pense qu'il y a eu une erreur au départ, parce que il y a une ravine qui s'appelle la ravine Gommier. Et nous, on avait déjà fait cette ravine Gommier, mais on ne la trouvait pas très intéressante. Elle est dans les pitons du Carbet. Il y a plusieurs ravines Gommier à Martinique. Il y en a une près du Macouba. Il y a plusieurs ravines qui portent le même nom. Et là, on fait cette ravine Gommier. On cherchait une ravine, une nouvelle ravine. Bon, pas très intéressante. Et on se dit, tiens, on va faire l'autre ravine qui se jette dans cette ravine Gommier. Et on pensait, et en fait, c'est ce qu'on vient de découvrir, elle est beaucoup plus belle, elle est très belle. Et en fait, ça devait être la vraie ravine Gommier. Et je pense qu'il y a eu erreur, comme ça arrive quelquefois sur la carte, il y a comme ça des noms qui sont, il y a des erreurs. Et elle aurait dû s'appeler la grande, la Gommier, et la petite, qui n'était pas très intéressante, n'aurait pas eu de nom, comme souvent ça arrive. Et donc, ça peut être ça, une ravine, ou ça c'est plus qu'une ravine? Ça c'est dans la montagne Pelée, là. Là on est dans la montagne Pelée. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez ravine? Ça c'est une ravine. Eh ben, quand il y a c'est géographique, hein, il y a des rivières. Elles s'appellent rivières quand elles ont toujours de l'eau. Oui. Et quand elles n'ont pas toujours de l'eau, parce que on appelle ça des ravines, parce que des fois en période sèche, il n'y a pas d'eau du tout. Quand les cours d'eau ne sont pas pérennes. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour démocratiser ce sport-là? Parce que vous êtes guide de montagne, est-ce que André parle de son association qui travaille maintenant avec les petits, mais on voit que les petits martiniquais locaux ne sont pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les initier? Parce que je pense que plus ils sont petits, plus ils commencent petits, plus il y a des chances de les fidéliser et de les former pour ce que vous appelez la condition physique aussi, non? Oui. Hein? Oui, c'est vrai que pour démocratiser, il y a déjà une chose, il y a aussi le coût. Ça a un coût, c'est un petit peu sélectif. Après. Mais André dit que non. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, quand vous allez directement voir un professionnel, ça a un coût. Après, l'idéal, ce serait de passer par les associations, en moyennant une cotisation. Oui. Et là, je pense que c'est quand même une. Parce que vous avez plusieurs. Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez commencer avec des groupes de. Mais même dans les associations, on a des cadres qui sont quand même compétents. Alors, la base, c'est de faire des canyons d'initiation. Hein. Et ensuite, si on est branché, comme on dit, si on est intéressé, il y a des canyons de niveau 3, surtout sur les pitons, sur la montagne Pelée. Et là, c'est une autre paire de manches. Oui, j'ai vu que les exemples de parcours, c'est par exemple les pitons du Carbet, donc il y a l'Alma, Petite Rivière Claire, Rivière Mitan, Saut du Gendarme. Ça, c'est initiation. Ça, c'est initiation. L'Alma, c'est pas initiation. Hein. Donc, mais ça, c'est une randonnée avec ces différentes rivières-là. C'est des canyons. C'est des canyons. Oui, mais c'est dans le cadre d'une sortie. Ou bien c'est plusieurs sorties? Ah non, on n'en fait qu'à la fois. Qu'à la fois, d'accord. Voilà. Et puis vous avez. À la fois, ça prend la journée quand même. Hein. Ok. Parce que vous avez la montagne Pelée, Grand-Rivière, la Patte du Tigre, Rivière Claire, Bras de l'Aileron, Rivière Falaise. Hein, ce sont des canyons. Oui, il y a des grands canyons. Tout à l'heure, René parlait des canyons de la montagne Pelée. Il y a certains canyons où il faut partir à 3h du matin en espérant rentrer avant la nuit. Mais on ne rentre pas toujours avant la nuit. La Grand-Rivière, c'est même 2 jours. Maintenant, on le fait dans la journée. Il faut même bivouaquer dans le lit de la rivière. C'est véritablement une expédition. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai fait allusion à la condition physique. Voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure, puisque l'émission arrive à son terme. Est-ce que par rapport à tout ce que... Alors, je demanderai à André par rapport à toutes ces productions et aussi à cette activité. André, vous avez dit que vous aimez partager. Donc, voilà, je trouve que c'est bien de dire aux Martiniquais, voilà, c'est à nous, c'est à nous. Voilà, faisons aussi du canyoning et puis mélangeons-nous dans ce cadre-là. Et puis, à vous, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, parce qu'il faudra qu'on conclue l'émission. D'abord. Je pense que c'est une démarche intéressante parce que le canyoning, au-delà de la randonnée pédestre, il y a une chose qui est très importante, permet de se réapproprier le pays martinique. Et ça, c'est important. Enfin, c'est profondeur, c'est fin fond, voilà.
passer à autre chose. Je sais qu'il y a en Martinique, on a des pratiquants acharnés qui connaissent pratiquement toutes les randonnées. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'ils passent à un échelon supérieur, voilà. En l'occurrence le canyoning, oui. Et la remontée de rivière pour découvrir vraiment... L'ouvrage est très riche, hein, il y a beaucoup d'informations, c'est-à-dire que vous avez des adresses, des téléphones, en plus qu'il est beau, avec des images extraordinaires, vous voyez. Et donc, je pense que ça peut inspirer. Ça peut être aussi un beau cadeau de Noël. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'on s'en sert pour faire quelque chose. C'est pas pour le mettre sur ces étagères. Alors, André, qu'est-ce que vous diriez aux téléspectateurs? Pour découvrir le canyoning? Non, en signe de revoir, puisqu'il faut qu'on conclue. En signe de revoir. Eh bien, moi, je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous, de vous faire connaître un petit peu ma maison, d'avoir rencontré René, que je n'avais pas vu depuis quelques années, mais on a couru ensemble, on faisait le Chambered à une époque, c'était un des grands. Moi j'étais dans le fin du premier tiers des coureurs, lui il était dans le top des 10 premiers. C'était un grand. Il est toujours... il est très sportif. Il est toujours très sportif. Voilà. Et on ne se battait pas dans la même catégorie. Hein, il est toujours costaud. Donc moi j'ai eu le plaisir de partager ce moment avec vous, de faire connaître ce que je fais. Ce que je fais, moi je le fais pour le plaisir. D'accord. Merci André. Et vous René, qu'est-ce que vous dites? Voilà, on conclut, on ferme la maison. Je crois que j'ai envie de dire aux Martiniquais qu'ils seront comblés en pratiquant la randonnée pédestre et le canyoning. Et en découvrant le pays dans ses profondeurs. Voilà, chers téléspectateurs, l'émission est à son terme. J'ai eu beaucoup de plaisir de recevoir deux grands sportifs, vous avez dû le voir. Et puis, j'espère que vous avez découvert un petit peu l'intériorité de monsieur, enfin dans son milieu, son lieu de travail, etc. Et ce type de production, ce qu'il fait, et le fait qu'il nous montre une Martinique que nous ne pratiquons pas beaucoup et que nous appelons la Martinique carte postale, mais qui est une Martinique aussi, qui nous donne du plaisir. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois. Passez une bonne soirée si vous voyez l'émission le soir, et puis une bonne fin d'après-midi si vous la voyez en fin d'après-midi. Voilà, au revoir.